Audience de rentrée solennelle de la Cour constitutionnelle ce matin, l'événement de haute portée judiciaire au cours duquel le président de l'institution, Marie-Madeleine Boranto, a présenté le rapport annuel des activités de son institution, a vu la présence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Quel est le rôle essentiel de la Cour constitutionnelle? La réponse est dans ce journal. 4 fonctionnaires du ministère de la Communication et de l'Économie numérique appelés désormais à faire valoir leur droit à la retraite. Une cérémonie en guise de revoir leur a été offerte par le ministre de tutelle, Anissé Edgar Mbumbu Miyakou. Des instants spéciaux que Blandine Nyambo Indassi et Arnaud Mengue vous feront vivre dans quelques instants. Que retenir de l'article 44 relatif à la nouvelle réforme du second tour du baccalauréat qui fait actuellement polémique dans notre pays? Rodolphe Mukambimboma, dans une analyse, décortiquera cette réforme à l'origine des manifestations dans plusieurs établissements scolaires du pays. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon Première. L'actualité sur le plan national ce mercredi 15 janvier 2020 est marquée par l'audience de rentrée solennelle de la Cour constitutionnelle, une cérémonie officielle au cours de laquelle la haute juridiction présente un rapport d'activité annuelle au président de la République et au Parlement. Conformément à l'article 97 de la Constitution, le président de l'institution, Marie-Madeleine Boranto, s'est attardé sur le rôle de portée générale de l'institution qu'elle dirige, conforte Olga Okenkali, Prestine Ngwa Eman. C'est une fois le président de la République, Ali Bongo Ondimba, assis dans la salle d'audience, que le temps de la rentrée solennelle venait d'être donné. Pour le traditionnel discours, l'unique discours, le président de la Cour ne s'attarde pas volontairement sur la restitution du bilan du mandat précédent de l'institution, mais se focalise plutôt sur le rôle de portée générale dévolu à la Cour par l'article 83. L'objet premier d'une constitution est de fixer les principes généraux et qui régissent la vie de la nation et d'établir l'organisation, le fonctionnement et les rapports entre les différents pouvoirs publics. À ce sujet, la Constitution est un texte relativement court et qui ne peut par conséquent tout prévoir. Dès lors, il est essentiel qu'un organe, un régulateur, puisse intervenir pour faire en sorte que les doutes que certaines dispositions pourraient susciter ou les lacunes que d'autres pourraient comporter ne soient à l'origine des crises graves susceptibles d'interrompre la continuité de l'État. Organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics, mais pas que, la Cour possède également une autre compétence qui participe en réalité à cette régulation, le pouvoir d'interpréter la Constitution. La Cour constitutionnelle est cet organe, doté du pouvoir d'interpréter la Constitution et les autres textes à valeur constitutionnelle en cas de doute ou de lacune. Les dispositions constitutionnelles présentant des lacunes et auxquelles la haute juridiction, en les interprétant, trouve des solutions jurisprudentielles provisoires pour les combler, ne doivent pas le demeurer, a précisé le président de la Cour constitutionnelle, qu'on peut s'adresser aux constituants. Vous avez pu le constater, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a pris part à cette audience de rentrée solennelle de la Cour présidée par Marie-Madeleine Boranto. Un moment tout indiqué pour le président de la haute juridiction de dresser le bilan du mandat écoulé. Priska Mugula, Bartel Boisse. Mesdames et messieurs, la Cour. C'est une audience de rentrée solennelle marquée du sceau du renouvellement des membres de la Cour constitutionnelle à laquelle a pris part le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Une audience qui intervient au moment où cette juridiction connaît sa réforme institutionnelle. Ce mandat qui débute a été précédé d'une importante réforme constitutionnelle intervenue le 12 janvier 2018, portant notamment sur les dispositions relatives à la désignation des membres de la Cour constitutionnelle, ainsi le mandat de ces derniers, et qui était fixé jusque-là à 7 ans, s'est mué en un mandat unique de 9 ans. Organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics,
la Cour constitutionnelle, qui est à sa 24e cérémonie du genre, est revenue sur la restitution du mandat qui s'est achevé et sur le principe de la continuité de l'État. Notre Constitution, l'habit juridique de notre nation, doit parfaitement s'ajuster aux évolutions de notre société. Et comme ces petites mains de la haute couture, nous devons constamment veiller à la perfection de l'ouvrage et nous soucier des moindres détails. Issue des recommandations de la Conférence nationale de 1990, la plus haute juridiction du pays en matière constitutionnelle a rendu un hommage au président de la République en présence du secrétaire général de la francophonie. Celle-ci compte 9 membres qui ont prêté serment en septembre 2019. Toujours en rapport avec la rentrée solennelle de la Cour constitutionnelle, une audience marquée par le discours poignant du président de l'institution, Marie-Madeleine Boranto. Elle a réaffirmé les missions fondamentales de la haute juridiction et a prévenu sur le décalage du mandat des sénateurs et celui des élus locaux. Charles Obamundo. Ce discours du président de la Cour constitutionnelle a marqué une véritable rupture avec la démarche classique, celle qui, en pareille circonstance, consiste à dresser un bilan et à indiquer de nouvelles orientations. Pour la présente cérémonie, Marie-Madeleine Boranto s'est voulue davantage pédagogue, en insistant avec force et vigueur sur l'importance fondamentale de l'institution dont elle a la charge et qui, dans ses missions d'interprétation et de régulation, a réussi à sauver la République des situations les plus complexes, notamment le cas de l'article 13 de la loi fondamentale. La Cour constitutionnelle avait constaté que l'article 13 de la Constitution comportait effectivement une lacune. Le constituant n'avait pas envisagé la situation intermédiaire où le président de la République, en exercice, pouvait simplement être momentanément empêché pour quelque cause que ce soit. Anticipant sur d'autres situations qui pourraient éventuellement mettre en péril le fonctionnement normal d'autres institutions, Marie-Madeleine Boranto prévient sur le décalage du mandat des sénateurs et celui des élus locaux. Le problème se pose avec plus d'acuité en raison du fait, d'une part, que les circonscriptions électorales ont été fondamentalement modifiées, la nouvelle loi sur le découpage électoral ayant ramené celle-ci de 102 à 52, et d'autre part, que le collège électoral a changé depuis la proclamation des résultats des élections locales en janvier 2019. Ici, la jurisprudence provisoire éclaire l'avenir. Les pouvoirs publics sont appelés à prendre des dispositions adaptées aux fins de résoudre cette problématique. Une journée de travail plutôt chargée pour le président de la République. Après la Cour constitutionnelle, Ali Bongo Ondimba a reçu un groupe d'experts ayant pris part au 7e séminaire sur la paix et la sécurité en Afrique. Au centre des échanges, les conclusions des assises de Libreville, mais aussi les questions de paix et de sécurité sur le continent. Bienvenue Minko, Armand Moupende. Le 7e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique s'achève. À la tête de ce groupe d'experts et de diplomates, en sa qualité de président du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour le mois de janvier 2020, le ministre burundais des Relations extérieures a trouvé ici une opportunité pour discuter de la situation globale de la paix et de la sécurité sur le continent avec le président de la République. Nous avons eu des échanges fructueux. Il y a eu effectivement des conclusions qui ont été tirées. Alors, le but de cette visite était de venir donner rapport à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Gabon. Les assises de Libreville auront donc permis de consolider les bases d'une coopération encore plus étroite et plus efficace entre les États du continent face au phénomène de l'insécurité. Ce séminaire de haut niveau s'est tenu grâce à son invitation et le fait que lui-même ait suivi nos travaux. Et cela témoigne de son rôle personnel continu pour promouvoir la paix et la sécurité. Nous avons bénéficié de cette occasion aussi pour
évoquer avec lui la situation en RCA parce qu'il est président en exercice de la CEAC et il a joué un rôle très important dans les efforts que nous avons menés pour sécuriser l'accord du 6 février. Et donc, nous réitérons nos félicitations pour la réussite de cet événement. La paix et la sécurité sont une préoccupation constante pour le président de la République du Gabon. Président en exercice de la CEAC et aujourd'hui encore une oreille attentive pour des conseils avisés et des réponses appropriées dans cette bataille contre l'insécurité grandissante sur le continent. Diplomatie, parlons-en. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Alain-Claude Bilebindi, a échangé avec les diplomates des pays partenaires, la Norvège et la Suisse. Le renforcement de la coopération bilatérale a constitué la trame des échanges. Patricia Lili-Mouélé, Gérard Magnagna. Le renforcement de la coopération bilatérale entre le Gabon et ses partenaires, la Norvège et la Suisse, au beau fixe. La rencontre de Libreville sur la paix et la sécurité a été l'occasion pour les diplomates de ces deux pays de revenir sur leur implication dans la stabilité du continent. Une amélioration du dialogue entre l'Union africaine, entre les Nations unies, que ce soit au niveau du Conseil de sécurité, que ce soit au niveau du Conseil sécurité et paix. Une amélioration de ces relations permettront d'aller de l'avant aussi avec des positions plus larges et plus confortées pour peut-être améliorer la situation dans un ou deux contextes difficiles et vraiment contribuer dans ce sens-là à la paix et à la sécurité sur le continent. Hormis les questions de paix et de sécurité, la Norvège entend élargir la coopération avec le Gabon sur d'autres domaines. Nous avons discuté des questions pour la sécurité en Afrique, et aussi d'autres questions comme climat et des questions multilatérales. Nous voulons trouver des ordres dans le secteur énergie, aussi questions maritimes. La Norvège et la Suisse entendent davantage renforcer leur coopération bilatérale avec le Gabon. Diplomatie, on y reste après 7 ans de loyaux service en terre équato-guinéenne, janvier au Biangalogue, ancien ambassadeur du Gabon près la République de Guinée équatoriale, est allé faire ses adieux au président de la République, Théodoro Biangema Mbazogo, avant d'être décoré bien sûr par le ministre des Affaires étrangères équato-guinéen suite à un décret présidentiel. Les détails, c'est avec Arnaud Mbabokon. Appelé à faire valoir ses droits à la retraite, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République gabonaise en Guinée équatoriale, Janvier Obiang-Logo, est allé faire ses adieux au chef de l'État équato-guinéen, Théodoro Obiang Mbazogo. Au sortir de cet entretien qui a duré près d'une demi-heure, le diplomate gabonais s'est confié à la presse. Je suis très ému, très content et très honoré par cette médaille qui sanctionne la fin de ma mission ici en Guinée équatoriale. C'est pour moi un grand honneur, une grande satisfaction. Et pour la circonstance, j'aimerais remercier le chef de l'État, son Excellence Obiang Mbazogo, et le ministre des Affaires étrangères pour cette distinction. Avant de quitter le sol équato-guinéen, Janvier Obiang-Logo a été décoré de la médaille de la République de Guinée équatoriale en reconnaissance de sa défense durant 7 ans des intérêts gabonais sur le territoire équato-guinéen. Les relations de coopération entre la Guinée équatoriale et le Gabon, au moment où je quitte la Guinée équatoriale, sont au beau fixe. Né à Libreville en 1956, Janvier Obiang-Logo est diplômé de l'École nationale d'administration promotion 1985 où il enseignait pendant quelques années. L'ex-ambassadeur est aussi co-auteur du livre « Pour une diplomatie gabonaise au service du développement ». Venons-en à la cérémonie de départ à la retraite qui s'est déroulée hier au ministère de la Communication. 4 agents du ministère ont été admis à faire valoir leurs droits à la retraite, des moments spéciaux que les responsables du département communication ont tenu à immortaliser à travers cette rencontre empreinte de reconnaissance pour leur dévouement sans faille au pays. Blandine Yambo-Indassi, Arnaud Mengue. C'est pour immortaliser l'événement que tous les responsables du ministère de la Communication et de l'économie numérique se sont retrouvés autour de Micheline Koumba, inspecteur général des services secteur communication, Toussaint Yoro Tati, directeur général adjoint du développement et des réseaux numériques, Henriette Maganga Mdumbu, épouse Rogombe, chef de service formation, et Jean-Claude Mussy, chef de service veille technologique, afin de leur rendre un hommage mérité pour tous les services rendus au Gabon.
C'est au nom du ministre de la Communication, Edgar Anissé Mobumiakou Empêché, que son directeur de cabinet, Jean-Bert Clément Stati, a salué les retraités avec une reconnaissance pour le travail accompli. La retraite n'est pas une fin de vie. C'est un moment destiné pour tout travailleur à bénéficier autrement de la liberté. Même si le travail, du fait qu'il nous confère une certaine autonomie, nous confère par ailleurs la liberté. Mais la liberté à laquelle nous jouissons après le travail est les plus confortable. Au nom des retraités, très ému, Toussaint Urotati a dit ceci. Monsieur le directeur de cabinet, représentant le ministre, merci d'avoir bien voulu organiser cette sympathique et amicale cérémonie à notre endroit et partager avec nous le verre de l'amitié qui célèbre la fin d'une carrière professionnelle de plus d'une trentaine d'années pour chacun d'entre nous. C'est l'occasion pour nous de vous déclarer notre estime et la grande reconnaissance que nous gardons pour le vécu commun qui nous a grandement enrichis humainement et professionnellement. Je vous remercie. Parmi les 4 fonctionnaires du ministère de la Communication qui vont à la retraite, une journaliste de renom et de grand talent, Micheline Koumba. Le visage a bien marqué le monde de l'audiovisuel gabonais, car dans les années 80, elle a été une présentatrice vedette du journal télévisé sur la RTG1, contrôle, rigueur et précision, des valeurs qui auront marqué sa carrière professionnelle. On retrouve Blandine Nyambo-Indassi et Arnaud Omengue. Micheline Koumba, une grande communicatrice. Sa voix et son visage sont connus de la plupart pour avoir rayonné sur la RTG chaîne 1. Présentatrice vedette du journal télévisé de 20h dans les années 80. Rompue à l'exercice de son métier de journaliste et ses exigences, elle a toujours affiché contrôle, rigueur et précision. Je pars à la retraite avec le sentiment d'avoir fait au mieux et j'espère que tout ce que j'ai pu inculquer, rappeler aux uns et aux autres leur reviendra en mémoire. Cette grande communicatrice qui a formé et encadré plusieurs agents n'est pas seulement une journaliste chevronnée. Elle a marqué la profession par ses prises de position et par sa conception du métier. Elle a été une très bonne professionnelle qui a inspiré pas mal de jeunes comme nous qui arrivions en 1991. J'ai commencé dans la production. Et quand je sors de l'ISTC d'Abidjan, on a beaucoup de connaissances théoriques. Micheline a été parmi ceux qui nous ont encadrés à côté des hommes. Madame Micheline Koumba, elle m'a beaucoup parlé en tant que femme, déjà par cette voix qui s'impose, par sa franchise, son charisme et la droiture. Une femme de rigueur, une professionnelle, une femme pleine d'abnégation. Elle s'en va, ça laisse un vide, ça il faut le dire. Après avoir occupé toutes les fonctions jusqu'au sommet de la pyramide, Micheline Koumba s'en va après 34 ans de service. Dans votre 20h, on parle également de cette descente de terrain des ministres de l'énergie et de l'enseignement supérieur dans les grandes universités de Libreville, l'université Omar Bongo et l'université des sciences de la santé. Il est question de faire un état des lieux de l'éclairage public au sein de ces temples du savoir. Andy Tungi, Michel John Boudigan. L'absence d'un véritable réseau d'éclairage au sein de l'université Omar Bongo fait souvent le lit au grand banditisme et à l'intrusion des badauds dans cet univers du savoir. C'est pourquoi le ministère de l'Énergie vient en porteur de solutions face à cette problématique. Le chef de l'État a défini un certain nombre de mesures présidentielles dont l'université n'est pas en reste. Il a décidé de faire en sorte que nous puissions, dans le domaine qui est le nôtre, notamment l'énergie et l'autre, de venir faire un état des lieux au sein de l'université et de pouvoir avoir une action concrète. L'IOB a encore les signes de l'épisode des violences post-électorales. Elle est dans l'attente des solutions tangibles pour son éventuelle restauration et le recteur n'en dément pas. Les espaces non éclairés sont aujourd'hui au sein du campus des espaces, des refuges des malfrats et de toutes les populations et du monde interlope qui gravitent autour de l'université Omar Bongo dans les quartiers périphériques. Tout est urgent en ce moment au sein de l'université Omar Bongo. La tournée des ministres s'est poursuivie à l'Université des sciences de la santé dans la commune de Vendo. L'Université des sciences de la santé est effectivement sans eau
depuis plusieurs années. Nous avons des problèmes d'électrification de l'espace de l'extérieur, ce qui rencontre un gros problème d'insécurité qui s'est caractérisé il y a quelques années encore par quelques assassinats dont justement vous, la presse, je pense que vous avez dû être informés. Le ministre de l'Énergie, de concert avec celui de l'enseignement supérieur, entend conjuguer les efforts pour que les étudiants circulent dans des espaces sécurisés. Restons dans le même registre, c'est-à-dire éducation. Le collectif des étudiants de l'école normale supérieure observe un mouvement d'humeur depuis plusieurs jours. Entre autres revendications, le retard accusé pour les affectations. Nos reporters Andy Tungi et Jean de Dieu Mambondo se sont donc rapprochés des responsables de l'établissement pour s'enquérir de la situation. Avec leur banderole, ces étudiants normaliens de la 24e promotion 2018-2019 de l'école normale supérieure observent un sitting depuis quelques jours ici à l'entrée de l'immeuble interministériel, avec plusieurs revendications dans leur cahier de charge. La bourse qui nous est due, les affectations qui n'arrivent pas alors que nous avons soutenu nos dossiers ont été étudiés, envoyés dans les 10 ministères, la fonction publique et l'éducation nationale. Pourquoi nous ne sommes pas reçus? Pourquoi le directeur de l'école normale supérieure refuse de nous recevoir depuis plus de 2 mois? Saisi de la question, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale tient à faire la lumière. Nous avons déjà reçu ce collectif à 3 reprises. Et chaque fois, nous leur avons donné les explications nécessaires quant à leur dossier. Et lors de leur dernier passage, nous avons même indiqué les lieux d'affectation de certains d'entre eux, de ceux qui étaient là au moins. Nous leur avons dit, vous êtes affectés par exemple dans telle localité et vous dans telle autre localité. Après toutes ces explications, il semblerait que la situation des étudiants de l'ENS n'est que l'arbre qui cache la forêt. Une nouvelle réforme du second tour du baccalauréat fait polémique au Gabon depuis quelque temps. Des manifestations dans plusieurs établissements de Libreville et de l'intérieur du pays ont eu lieu ces derniers jours, obligeant ainsi le ministère de l'Éducation nationale à suspendre la dite réforme. Mais que retenir de cette disposition de l'article 44 qui suscite autant d'incompréhension? Rodolphe Mukambimoma, Rodolphe Yelemve nous en disent davantage dans cette analyse. Je ne sais vraiment pas, mais je sais que c'est à propos de nouvelles réformes. À propos, je crois, des 12 qu'il faut avoir pour avoir la bourse. Parce qu'il paraît qu'ils ont modifié que c'est maintenant 11 de moyenne au lieu de 10. Tout est parti d'une mauvaise compréhension de la modification de l'article 44 du décret 450 fixant les modalités de préparation, d'organisation et de délivrance du baccalauréat. Une modification publiée dans le journal officiel et qui réorganise le second tour du baccalauréat. La disposition de l'article 44 nouveau maintient les 2 tours. Ceux des candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 sont déclarés admis d'office. À ce niveau, rien n'a changé. Mais tout le problème réside sur la suite du texte et notamment pour l'admissibilité. Ceux des candidats ayant obtenu une note moyenne d'au moins 8 sur 20 sont automatiquement concernés par cette réforme. Ils sont autorisés à choisir 2 disciplines de rattrapage, ce qui se faisait déjà normalement avant la modification. Sauf qu'à ce niveau, la note du candidat à l'oral du second tour compte pour 70% et celle du premier tour compte pour 30%. C'est là où résident toutes les incompréhensions chez les apprenants. Plus concrètement et de façon pratique, si le candidat admissible a obtenu 8 sur 20 au premier tour et à l'oral du second tour, il obtient 15 sur 20, sa moyenne définitive sera calculée plus simplement de la manière suivante. 8 multiplié par 30 plus 15 multiplié par 70, le tout divisé par 100. La nouvelle moyenne de ce candidat sera désormais 13 sur 20, une note qui servira au calcul pour sa moyenne définitive. Le but visé est de refléter plus ou moins le vrai niveau du bac en prenant en compte à 30% la note de l'écrit. Mais dans les établissements, les apprenants ne le perçoivent pas. Certains lycées décident d'initier des marches de contestation, un mouvement qui va perturber les cours pendant plusieurs jours à Libreville, à l'intérieur du pays. Face à cette incompréhension persistante, le ministère de l'Éducation nationale annonce la non-application de cette réforme cette année. C'est le secrétaire général via un communiqué qui déclare ne pas appliquer la réforme cette année académique 2019-2020 et envisage d'ouvrir les négociations avec les parents d'élèves et les partenaires sociaux. Non appliquée cette année mais pas annulée, si rien n'est fait, les mêmes causes produiront les mêmes effets l'année suivante. En attendant de dissiper les malentendus, quel sera le sort de cette nouvelle disposition? Mystère.
Un mystère que Rodolphe Mukambi Mboma se fera le plaisir d'élucider en suivant bien sûr ce dossier. Et en bref, sachez que les avocats de l'ex-ministre et député Justin Doudangoy en détention préventive et poursuivis dans le cadre de l'opération de lutte contre les détournements ont tenu ce matin une conférence de presse. Maître Maguessé et Onkulundo disent ne pas avoir accès au dossier. 3 semaines après l'arrestation de leurs clients, ils dénoncent l'obstination de la juridiction à la régularité des procédures, soulignant que l'opération Scorpion vise à lutter contre la corruption conformément à la vision du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Nous y reviendrons plus amplement au cours de nos prochaines éditions d'Information. La suite de cette édition d'information, 2e édition de la caravane médicale de Fougamou, parrainée par le député du premier siège de Tamba Magoti, Guy Bertrand Mapangou. Vous l'avez compris, on ouvre le volet actualité à l'intérieur du pays, une action sociale conjointement menée avec le SAMU social qui a permis à l'élu de la localité de faire un compte rendu parlementaire aux populations de sa circonscription aux politiques. Envoyés spéciaux, Guy Frendombian, Chrislin Maïnda. Pour faciliter l'accès aux soins aux populations de son siège, Guy Bertrand Mapangou a fait d'une pierre deux coups en organisant une caravane médicale sur fond de compte rendu parlementaire. Nous avons voulu sortir des schémas classiques. Nous avons dit que nous allons changer. Nous allons faire notre compte rendu, nos vacances parlementaires. Nous allons les passer autrement en apportant notre solidarité à l'endroit des populations, pour les assister, pour les soigner, pour voir quels sont les problèmes qu'ils ont. En partenariat avec le SAMU social, la caravane médicale s'est ébranlée pendant 3 jours au centre médical de Fougamou, à Guidoma et à Oyenanou. 500 personnes qui ont été prises en charge. C'est extraordinaire. Ces missions médico-humanitaires vraiment qui touchent les gens. On a sauvé des vies de manière directe. Des personnes qui avaient quasiment des problèmes de cécité, toutes les femmes enceintes qui n'avaient pas fait leur bilan prénataux, aucune échographie. Il y a eu des échographies gratuites. Nous avons fait à peu près 118 extractions dentaires. En 2 jours, c'est énorme. Cette caravane médicale est la 2e du genre. Je n'avais pas encore fait d'échographie. Aujourd'hui, j'ai fait l'échographie grâce à cette caravane. Vraiment, la population de Fougamou, nous sommes très contentes. Parce que ce n'est pas vraiment tous les jours qu'ils continuent à faire cette œuvre. Les personnes du 3e âge et les grabataires ont été auscultés à leur domicile. Un porte-à-porte vers les personnes des couches sociales défavorisées, marqué par une remise de produits alimentaires de première nécessité. Du sport avant la fin de cette édition d'information, sans subvention étatique, les rugbyman ont lancé la saison sportive 2019-2020 par de belles rencontres ayant opposé les formations d'ERCO 15 contre celles de RCL. Victoire d'ERCO sur ses installations. La 2e rencontre entre le SOF et les policiers de Vautour a tourné à l'avantage des joueurs de SOF. Compte rendu d'Eve Mobele-Pendi, Lucien Baromanqué. Sans apport financier étatique, ils ont tout de même tenu à faire respecter le calendrier qu'ils ont établi au préalable. Jouer pour occuper sainement les quelques 600 licenciés que compte la Fédération gabonaise de rugby. 2 rencontres au menu de cette première levée disputée au stade ERCO 15 d'Ovendo. Sur leurs installations, les Verts d'ERCO 15 jouent les champions du Gabon en titre, l'ORCL. Une affiche qui promet au regard de la rivalité entre les 2 écuries. ERCO 15, toujours dominateur en pareille occasion, va parvenir à s'imposer. On a juste confirmé ce qu'on a l'habitude de faire. C'est certes vrai que nous avons perdu quelques matchs face de RCL, mais aujourd'hui c'est la confirmation. Certes, en début de championnat, le RCL reconnaît tout de même les raisons de sa débâcle. Notre défaite vient de nous, pas de l'adversaire. C'est nous-mêmes qui avions négligé notre jeu et puis ça nous a cloués. En 2e heure, les policiers de Vautour vont faire face aux joueurs de Souf. La rencontre paraît équilibrée sous le papier. Les protégés d'André Fouda vont être les premiers à s'illustrer. La courte avance de Vautour ne va durer que le temps d'une petite joie. Tout le monde ne vient pas aux entraînements. On essaie un peu de voir comment ça va se passer. On a envie de gagner tous les matchs. Désorganisés et pas très respectueux des consignes du staff technique, les policiers vont se rater sur des phases de jeu pourtant largement à leur portée. Le match n'était pas mal. Les gars ont mené pendant près d'une mi-temps. Et quand ils sont sortis du match, dû aussi à
des petites incompétences de l'arbitre. Pour cette première levée, l'unique bémol avait pour nom l'arbitrage très contesté des acteurs sur l'aire de jeu et sous les bancs de touche. Ne quittez pas vos positions d'écoute. Juste après ce journal, vous aurez une édition spéciale sur l'audience de rentrée solennelle de la Cour constitutionnelle. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition d'information. L'actualité se poursuit sur Gabon Première, 23h. Marie-Chantal Ndong se fera le plaisir de vous informer. Moi, je vous dis à demain lorsqu'il sera 20h, s'il plaît à Dieu.